même si à la base, on a l'impression que la préparation physique n'est pas une priorité, ben, ça va peut-être amener un plus entre je deviens pro ou je reste amateur, ou ça va peut-être faire la différence entre ben ouais, j'ai pris la bonne vague au bon moment parce que je n'étais pas fatigué. Si tu n'es pas capable de transférer cette énergie vers le haut de ton corps et que tu n'es pas solide au milieu, il se passera rien, il n'y aura jamais de miracle. Là, tu peux faire autant de Bulgarian squat que tu veux, tu peux faire du hack squat, tu peux faire de la presse, tu peux pousser 800 kg à la presse, tu feras jamais un squat à 250. Je pense que chaque athlète, c'est exactement la même question que pour le dopage. C'est chaque athlète qui doit à un moment donné se faire son propre avis sur la chose et surtout être conscient des tenants, des aboutissants et être très clair avec lui-même. Pourquoi est-ce qu'en force athlétique, alors qu'on met des charges sur le dos, alors qu'on soulève des charges importantes, les gens pensent qu'ils peuvent eux-mêmes, sans avoir aucune connaissance en anatomie, en biomécanique, eux-mêmes aller dans une salle et soulever tout et n'importe quoi, n'importe comment, et espérer devenir champion, et puis espérer surtout ne pas se faire mal. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Avant de commencer, je voudrais dire un grand merci à Moxy Monitor, notre sponsor pour le podcast. Grâce à Moxy et leur soutien, tu pourras dès maintenant regarder les nouveaux épisodes du podcast enregistrés en anglais avec les sous-titres en français sur YouTube. Pour ceux qui ne connaissent pas encore le Moxy, c'est un appareil qui utilise la technologie de la spectroscopie au proche infrarouge, ou NIRS en anglais, pour mesurer la saturation musculaire en oxygène et le volume sanguin en temps réel. C'est un capteur non invasif qui se place sur la peau et qui peut être porté pendant tout type d'entraînement ou activité sportive. Les grimpeurs le portent sur leurs avant-bras, les joueurs de hockey sur la glace, les nageurs peuvent le porter dans l'eau. Je l'ai utilisé pour tester des joueurs de rugby, des athlètes de crossfit, des athlètes de sport d'endurance et bien plus. Le Moxy permet d'individualiser les périodes de travail et de repos, d'optimiser la charge de travail, les répétitions et les séries, d'identifier les seuils d'entraînement en temps réel et même de corriger les mouvements en fonction de ce que les données indiquent. Tu peux également utiliser le Moxy pour déterminer le facteur énergétique limitant d'un athlète ainsi que ses zones d'entraînement individuelles. Ce processus te permet ensuite de cibler le facteur limitant de l'athlète avec précision afin d'améliorer sa programmation, ses entraînements ainsi que ses performances. Tu peux afficher et collecter les données sur une montre Garmin et peux également coupler le Moxy avec d'autres outils de testing physiologique tels que les systèmes VO2 Master, Pnoe et Cosmed VO2. Le Moxy est un outil que j'utilise chaque semaine avec beaucoup de succès depuis plus d'un an et je le recommande vivement à tout coach, chercheur ou préparateur physique qui souhaite mieux comprendre et utiliser des données physiologiques dans le cadre de la santé, du fitness ou de la performance. Utilise le bon de réduction UPSIDE, UPSIDE, pour un rabais de 5% sur moxymonitor.com/shop. Et maintenant, le podcast. Ok Thibaut, on est live sur le podcast, comment tu vas? C'est bien, ça va très très bien. Comme je t'ai dit tout à l'heure, je suis un peu fatigué par les entraînements en ce moment, mais sinon ça va. Je suis très très content d'être avec toi ce soir. J'ai vraiment la pression, je me demande un peu ce que je fous là, parce que quand je vois les noms et les gens que tu interviews sur ton podcast, je me demande un peu ce que je fais là. Tu vois, j'ai un petit problème de légitimité avec moi-même là. Écoute, je pense que toute personne a des choses intéressantes à partager, surtout des gens qui s'entraînent dur, qui partagent ce qu'ils font au quotidien, que ce soit sur les réseaux ou autres. Et donc, tu fais entièrement partie de la conversation dans ce cadre-là. C'est un plaisir de te recevoir. Pour ceux qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus sur qui tu es et qu'est-ce que tu fais? Alors, écoute, on va parler un peu du côté sportif. Moi, je pratique actuellement le powerlifting, mais j'ai été plus connu par le fait que j'ai fait de la compétition en strongman pendant des années. J'avais commencé à l'âge de 18 ans, tu vois, j'en ai 33 maintenant par la musculation, puis la force athlétique après. J'ai touché un petit peu à tout dans les sports de force, j'ai fait beaucoup de choses différentes. J'ai découvert le monde de la musculation dans un club d'haltéro, donc j'ai touché un peu à l'haltéro. J'aime beaucoup utiliser les kettlebells en préparation physique, donc forcément, j'en ai utilisé un peu. J'ai monté un club de bras de fer à l'époque sur Toulouse. Donc, tu vois, je m'intéresse beaucoup à ce milieu-là aussi. J'ai fait un petit peu de lancer de poids. J'ai joué un petit peu au foot américain. Donc, tout ce qui tournait et tout ce qui nécessitait un peu de la force explosive, de la puissance, tout ça, ça m'a toujours beaucoup intéressé. Donc, du coup, voilà, j'ai fait pas mal de sports différents. Mais je suis plus connu pour le strongman. Et là, actuellement, j'essaye de me reconvertir un peu dans le powerlifting équipé. Ça, c'est pour le côté sportif. Côté pro, écoute, ça fait une dizaine d'années que j'entraîne des sportifs. Je suis préparateur physique, je suis diplômé, puisque c'est obligatoire en France, ce qui n'est peut-être pas le cas en Suisse d'ailleurs, je ne sais pas. Non, c'est pas le cas. C'est différent, ouais. Et voilà, donc j'ai des sportifs de tous horizons. Forcément, j'ai
pas mal d'athlètes de force, de strongman, de powerlifter, parce que c'est quand même les sports dont je suis le plus proche. Mais ma formation en tant que préparateur physique fait que j'entraîne aussi des athlètes dans les sports de combat. Dans la région où je suis dans les Landes, dans le sud-ouest, près de Hossegor. Donc forcément, je travaille dans un studio de coaching où on a beaucoup de surfeurs pro et semi-pro, ou de jeunes qui sont au niveau national et international chez les jeunes. Et on a aussi pas mal de sportifs qui font du ski, des choses comme ça. Mhm. Qu'est-ce qui est important pour des surfeurs au niveau préparation physique? Qu'est-ce qu'il leur faut? Qu'est-ce qui peut les aider à mieux performer dans leur sport? Alors, au niveau de l'analyse de tâches, forcément, on se rend très très vite compte que ce sont des sportifs qui ont quand même besoin d'avoir une bonne capacité à répéter des efforts pour la simple et bonne raison que les saisons sont longues, les Mhm. compétitions sont longues, ils ont besoin d'être capables de répéter les efforts. Ils ont aussi un besoin d'automatisme. Ils ont besoin d'avoir quelque chose de très automatisé, de très ritualisé. Ce sont des sportifs qui ont un besoin aussi au niveau du gainage, au niveau du corps, qui est très très important. On imagine bien que quand on va sur une planche à toute vitesse et qu'on a des figures qui sont plus ou moins difficiles, plus ou moins techniques et plus ou moins physiques à faire, ça va beaucoup, beaucoup se passer au niveau du tronc. On a des patterns de rotation et d'inclinaison qui sont vraiment dominants dans ces sports-là. Et forcément, pour être stable sur leur planche, ils ont besoin d'avoir une stabilité importante au niveau du bas du corps. Mhm. On a également un gros travail à faire au niveau de la prévention des blessures, puisqu'ils passent énormément de temps, énormément d'heures dans l'eau, allongés sur leur planche, avec une flexion lombaire assez importante, vu ils se relèvent beaucoup pour ramer. Ils ont souvent des pathologies au niveau des épaules à cause des heures de rame. Donc voilà, il y a tout un travail quand même à faire à ce niveau-là. Et on se rend compte que ça, c'est nouveau, que les jeunes qu'on a au studio où je travaille, que des jeunes viennent. Il y a une dizaine d'années, il n'y avait aucun jeune, pardon, un surfeur qui venait voir un préparateur physique. C'était très rare déjà chez les surfeurs pros, mais alors chez les jeunes, ça n'existait pas. Et là, maintenant, on a beaucoup d'athlètes qui ont 13, 14, 15 ans qui commencent à prendre un préparateur physique très jeune pour performer plus tard. Tu penses que c'est simplement la maturation du sport de compétition en général et le fait qu'on atteint gentiment les limites de ce qu'on peut faire simplement avec le sport en question et qu'il faut maintenant commencer à aller chercher. Et la, la suite logique des choses, c'est de travailler cet aspect physique, entre autres, pour continuer à progresser et aller un petit peu plus loin que ce qu'on pourrait faire uniquement avec son sport. Je pense que tu as raison. Je pense que tous les sports sont confrontés à ça actuellement, même ceux qui, a priori, ont moins besoin de préparation physique que d'autres. C'est vrai qu'un boxeur, un joueur de rugby, on imagine très bien que un sprinter ou quoi, on imagine très bien que la préparation physique va avoir un impact très, très, très important sur ses performances. On l'imagine moins pour un surfeur, mais il faut imaginer que quasiment tous les sports actuellement deviennent de plus en plus pointus. Je pense que tu t'en rends compte, je pense que tu le sais aussi bien, voire mieux que moi. Et ça se joue sur des détails. Et c'est là que on va pouvoir ajouter plein de petits trucs, la préparation physique, la prépa mentale, la diététique, et tous ces petits plus qu'on va ajouter à un sportif, même si à la base, on a l'impression que la préparation physique n'est pas une priorité, ben, ça va peut-être amener un plus entre je deviens pro ou je reste amateur, ou ça va peut-être faire la différence entre, ben ouais, j'ai pris la bonne vague au bon moment parce que je n'étais pas fatigué, et en plus, je l'ai bien prise et j'ai réussi à passer ce que je voulais, et je suis champion du monde, et je ne suis pas quatrième, quoi. Ouais. On a pris le surf pour commencer, mais tu as parlé d'une chose qui, à mon avis, on pourrait parler un petit peu plus dans le monde de dans la préparation physique, c'est l'analyse de tâches. Donc, quand tu as un athlète qui vient vers toi d'un sport que tu ne connais pas, comment est-ce que tu procèdes pour te familiariser avec le sport, comprendre ses demandes et ensuite pouvoir répondre avec une approche qui soit cohérente par rapport à ça? Alors, la première approche, pour moi, elle est sur Internet. La toute première, le tout début, c'est OK, j'ai un athlète d'une discipline que je ne connais pas. Je vais regarder sur Internet, je vais me renseigner sur le règlement du sport. Bah, déjà, le règlement, ça me permet de savoir tout simplement quelle est la filière énergétique dominante, quelles sont les qualités mécaniques dominantes, quelles sont les qualités mécaniques dominantes. Ça va me permettre quand même de comprendre. C'est sûr qu'entre un athlète qui doit performer en compétition sur 1 minute et un athlète qui doit performer en compétition sur 1 heure et demie, on va avoir une approche qui sera totalement différente. Donc, la première chose, elle est là, sur le règlement et sur le déroulement des compétitions sportives. Ensuite, on va beaucoup discuter avec la personne, savoir comment elle s'entraîne, quels sont les besoins qu'elle ressent. Et après, l'analyse de tâches, moi, je la continue. J'essaye au maximum de me rapprocher de gens qui sont compétents
ça va être son entraîneur, ça va être un préparateur physique que je connais qui travaille déjà dans ce milieu-là. J'essaye d'aller me rapprocher des gens qui peuvent m'aider, qui peuvent m'aiguiller dans cette discipline-là, qui sont déjà au sein même de cette discipline. Ça peut être de discuter avec un kiné, ça peut être de discuter avec l'entraîneur. Là, j'ai le cas actuellement d'une jeune femme que j'entraîne en aviron. Ce n'était pas du tout une discipline que je connais, mais forcément, je discute beaucoup avec son entraîneur. Je vais discuter avec des préparateurs physiques qui déjà travaillent dans ce milieu-là pour essayer de voir quelles sont les choses qu'eux ont mis en avant et ont l'habitude déjà de travailler, de développer pour me mâcher le travail. Et puis après, la dernière chose, c'est de faire une analyse de tâches, on va dire, individualisée et de voir quels sont, OK, les besoins qu'elle a pour la discipline, mais quels sont les points où elle ou lui est plus faible et sur lequel je vais pouvoir l'aider à aller un petit peu plus loin et l'accompagner dans sa progression. Voilà, il y a ces deux choses-là qui sont importantes pour moi. Pour quelqu'un qui n'a pas d'expérience préalable en préparation physique, comment est-ce que tu vas approcher le côté préparation physique générale contre la préparation spécifique où on sait que si on n'a pas un niveau de développement qui est avancé, on va pouvoir bénéficier de choses très, très générales sans que ce soit nécessairement pointé directement sur le sport ou spécifique au sport. Donc, comment est-ce que tu trouves cet équilibre entre ces deux côtés? Bon, ce n'est pas des extrêmes, c'est un spectre, on le sait, mais comment est-ce que tu joues avec ce spectre? Moi, je suis entièrement d'accord avec toi quand tu dis que chez des gens qui ont peu l'habitude de la préparation physique, souvent du général, ça va être déjà quelque chose de très très bon. Mais c'est aussi le cas chez des athlètes qui sont déjà avancés dans leur pratique. Je le vois notamment pour parler de quelque chose que j'utilise beaucoup, que je fais beaucoup. Tous les athlètes en powerlifting que j'ai, qui ont le temps et, de s'entraîner vraiment comme ils veulent, je leur intègre beaucoup de travail de PPG. Ce qui en powerlifting, honnêtement, il y a très peu d'athlètes qui en font. Très peu d'athlètes qui font du développement d'aérobie, du développement de PMA. Il y a très peu de ces choses-là ou de la coordination, où on va mettre des skills pour travailler sur des qualités de neuro. On va pouvoir utiliser plein de choses. Ça, c'est quelque chose qui est pas ancré au sein du powerlifting. Et pourtant, même chez des athlètes qui sont déjà bien avancés, on arrive à avoir de très, très bons résultats et même une amélioration des performances, alors qu'on n'est même pas rentré dans du spécifique. Mais c'est juste qu'en fait, cette base-là, ce socle-là, ils l'avaient tellement peu développé que forcément, ils avaient atteint un palier à un certain moment et que juste avec de la préparation physique générale, on arrive à développer. Et ça, c'est valable pour tous les sports. Je trouve que c'est valable pour tous les sports. La base doit être quand même le plus large possible. Tu vois, même moi qui fais des sports de force, j'ai toujours essayé de travailler notamment ma mobilité. La mobilité, c'est un sujet qui m'a toujours énormément intéressé et que j'ai toujours eu en tête. Alors maintenant, je comprends un peu mieux les mécanismes et je comprends un peu mieux pourquoi, mais j'ai toujours imaginé que ça allait m'aider à performer mieux. Au début, je ne comprenais pas trop pourquoi, mais je le sentais déjà. Maintenant, je le sais un peu plus. Et donc, tout ça, c'est des qualités que souvent on oublie et que on ne pense pas forcément à développer au premier abord. Tu te dis, ouais, un powerlifter, forcément, on va faire de la force. À la limite, on va travailler sur un bloc où il y aura une dominante de puissance. On va travailler ceci, on va travailler cela. Ouais, d'accord, mais à un moment donné, s'il n'y a aucune base physique, si la personne n'est pas du tout athlétique, on ne va pas pouvoir construire sur quelque chose de solide. Et tu as entièrement raison. C'est vrai c'est un spectre qui est très large. Il faut de toute manière un socle général très important, très vaste et solide pour pouvoir construire du spécifique. Moi, c'est mon avis. Je suis tout à fait d'accord avec toi là-dessus et c'est une des choses dont je me suis rendu compte un peu plus récemment, c'est peut-être la tendance à la surspécialisation pour même des sportifs amateurs qui font leur sport. Enfin, moi, le premier, je me rappelle quand j'ai commencé l'haltérophilie au Canada, et ben, avant ça, je faisais du crossfit, avant ça, je faisais du rugby. Donc, j'avais une base préalable, on va dire. Mais une fois que j'ai commencé l'haltérophilie, je me suis mis tête dans le guidon 4 jours par semaine et je faisais rien d'autre à côté. Et avec la perspective maintenant, je sais que j'aurais pu très certainement gagner en longévité, éviter quelques blessures, mieux tolérer mon volume d'entraînement si j'avais eu un peu plus de travail général. Et c'est quelque chose que je retrouve avec les tests que je fais actuellement où des sportifs, par exemple un boxeur, il va pouvoir, même si c'est pas du tout spécifique à son sport, de se focaliser sur quelques semaines sur du travail sur un vélo, par exemple, qui, l'avantage étant de ne pas être en compétition, entre guillemets, avec les qualités de son sport, mais qui vont amener des compétences générales qui sont peut-être sous-développées chez cet athlète, vont avoir un impact positif. Est-ce que tu vois ça aussi de manière générale, une surspécialisation peut-être?
Je suis tout à fait d'accord avec toi et on a un très bon exemple depuis maintenant une dizaine d'années, c'est le CrossFit. On a un très très bon exemple de ça. Alors le CrossFit, alors c'est un peu compliqué parce que à la base c'est censé être un sport très général, mais finalement ils sont très spécifiques CrossFit en fait. C'est ça. Certes, le CrossFit est un sport général, je suis d'accord, il développe plein de qualités mécaniques, plein de qualités énergétiques, tout ce que tu veux, même neuro, tout ce que tu veux, mais c'est quand même un sport à part entière. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment leur code, leur manière de faire et tout. Et tu te rends compte que les gens sont souvent, les gens qui sont blessés en CrossFit sont souvent blessés à cause d'une trop grande spécialisation CrossFit. Je te prends un cas concret. Trop souvent, ils ont tendance à intégrer dans certaines boxes des skills pour apprendre le keeping, pour apprendre le butterfly, tout ça, alors que ces gens n'ont pas un socle de force suffisant déjà de base. Et il y a des qualités comme ça, comme la qualité, pour moi, la qualité reine en énergétique, ça va être, même si je connais tes vidéos sur, je suis entièrement d'accord avec toi sur, d'ailleurs, sur ce que tu dis, ce que tu développes sur la manière dont on devrait maintenant voir les filières énergétiques, mais on va parler pour tout le monde. La capacité aérobie, ça devrait être quand même une base pour tout sportif. Ça devrait être intégré dans toutes les PPG. De la même manière, tu as des qualités mécaniques, comme la force maximale, qui devrait être la base de tout. Parce que la force maximale, même pour un sportif de marathon ou quoi, ça devrait être la base de sa PPG, en fait. Et on devrait construire du spécifique sur la force maximale. Et le CrossFit, typiquement, on intègre des skills pour aller plus vite, comme le butterfly, comme le keeping, ces choses-là. On va plus vite, mais en fait, on n'a pas la capacité mécanique de base pour permettre au corps de faire ce qui est demandé. Alors, on veut lui faire plus vite quelque chose qu'il ne sait pas faire. Ça ne marche pas. Et je trouve que c'est le parfait exemple de ça. Je suis d'accord avec toi. Et pour revenir à ce que tu disais avant, PPG en powerlifting, quels sont les bénéfices que toi tu vois pour toi, pour tes athlètes aussi, en incluant plus de ce travail général par rapport à leurs entraînements, l'intensité, le volume, etc. Alors, tu en as parlé juste avant, tu as parlé de la longévité. Et je trouve que là, on est typiquement là-dedans. C'est-à-dire que la PPG va permettre d'avoir une meilleure longévité à l'athlète. On sait que les sports de force nécessitent de nombreuses années pour performer. On le voit, il y a beaucoup d'athlètes qui arrivent sur le tard et ce n'est pas gênant. Euh, et ça, la PPG permet ça, permet à des athlètes de performer pendant longtemps et puis de progresser pendant longtemps. Elle a aussi une autre vertu qui est très importante, c'est la prévention des blessures, même si ça va avec ce que je viens de dire. Parce que forcément, si on se blesse moins, il y a de fortes chances qu'on dure plus longtemps. Donc ça, c'est quand même très intéressant. La PPG permet, dans certains cas, notamment dans la PPG, on peut intégrer de la prophylaxie, tout simplement. Et la prophylaxie va permettre de prévenir des blessures. On peut avoir de la posturo, on peut avoir plein de choses comme ça qui vont permettre de prévenir les blessures. Et il y a quelque chose d'un peu plus spécifique qui est très, très intéressant. La PPG permet d'améliorer la capacité de travail d'un athlète. C'est vrai que très souvent, en tant que coach, je suis confronté à des gens qui ont le temps de s'entraîner. Ça m'arrive très souvent, qui me disent ouais, moi, je peux m'adapter, je peux adapter mon mode de vie, mon travail et tout. OK. Mais à partir du moment où tu commences à ajouter une troisième séance de squat, où tu commences à ajouter vraiment beaucoup de volume, par exemple, sur le squat et tout, tu te rends compte qu'ils explosent complètement, en fait. Ils ne sont pas du tout capables d'encaisser cette charge de travail. Ils ont le temps, ils ont la volonté de le faire, mais en fait, tu ne peux pas te mettre du jour au lendemain à faire 4-5 squats dans la semaine, comme ça, du jour au lendemain, alors que ton corps n'est pas préparé à ça. Et ça, par contre, c'est bien quand, tu vois, je le vois, j'ai des sportifs qui arrivent, qui ont un gros panel sportif, un gros passé sportif. Tu vois, il a fait du rugby, il a fait du foot, il a fait du basket quand il était au lycée, il a fait du lancer de javelot, il a fait un peu tout. Et souvent, tu te rends compte qu'eux ont une capacité de travail déjà qui est quand même plus forte que chez des athlètes qui font que de l'haltéro ou que du powerlifting depuis 15 ans, quoi. C'est intéressant, j'avais cette conversation avec un jeune que j'entraîne qui fait du golf. Et encore une fois, au travers de tout le travail que je fais à l'heure actuelle sur l'endurance, comme tu viens de le présenter très clairement, le fait de faire du travail général, et ça peut être du travail aérobie comme tu l'as mentionné, ça peut être un peu plus de travail d'isolation, type musculation qui serait très général et pas spécifique au sport, et ça va t'aider à tolérer plus de volume d'entraînement. Et plus tu t'entraînes, et mieux tu vas devenir dans ton sport. Donc au final, c'est vers ça qu'on devrait tendre si on veut continuer à pousser les performances. C'est déjà, est-ce que ton corps est prêt, est-ce que ton organisme est capable de tolérer la charge d'entraînement et peut-être d'augmenter même la charge d'entraînement pour, on sait, tonnage par année, tu t'entraînes plus, et tu vas très certainement lever plus loin. Tu as vu, je ne sais pas si tu t'intéresses au monde du powerlifting, mais on le voit depuis quelques années.
et c'est étayé par des données scientifiques, on se rend compte que quand même, maintenant, la mode, on va dire, et à juste titre, c'est pas juste un phénomène de mode au sens négatif, c'est aussi une bonne chose, c'est que des athlètes se mettent à répéter le mouvement de compétition de plus en plus souvent dans la semaine. C'est-à-dire que je suis mes réseaux, tu le sais, je suis très proche de la mouvance Simons avec le Westside Barbell, tout ça. Il y a beaucoup de principes que je suis de chez eux, et à juste titre parce qu'ils sont très bons. Mais c'est vrai que la mode à cette époque-là était plus de quasiment pas entraîner le soulevé de terre. Le squat, on en faisait une fois dans la semaine et déjà, c'était beaucoup. Alors que maintenant, la tendance est inversée. On revient plus sur du spécifique. Tu vois beaucoup de jeunes athlètes qui performent, qui font que du 3 mouvements quasiment. Ils font pas de muscu quasiment du tout, à part quelques exos d'assistance. Et ils font du terre 3 fois dans la semaine et du squat 5 fois, quoi. Et c'est pas rare. C'est pas rare de voir des athlètes qui font ça. C'est vrai qu'on a des données scientifiques actuellement qui permettent de penser, d'imaginer que plus on va répéter un mouvement dans la semaine, et plus, comme tu viens de le dire, ben forcément, le tonnage est augmenté sur l'année, et que c'est ça, quand même, qui est vecteur de performance. Il y a plein d'autres paramètres, tu le sais, qui entrent en jeu, il y en a énormément, mais c'est vrai qu'être capable de répéter le geste plusieurs fois dans la semaine, c'est la tendance actuellement, et je pense que c'est une tendance qui va être confirmée de plus en plus par des études qui sortiront, quoi. Ouais, et je pense notamment à ce qui se faisait, et je ne sais pas comment ça se passe maintenant, mais des vidéos que je regardais à l'époque quand je faisais de l'haltéro, de ce qu'ils faisaient en Russie, où tu as une saison d'haltérophilie qui est extrêmement spécifique, mais par contre, tu as une pré-saison qui est monstrueuse, où ils font énormément d'activités différentes qui vont justement ensuite leur permettre de tolérer ces charges, mais tu peux très certainement pas faire 2 saisons de suite d'haltéro sans avoir ton intersaison et ta préparation générale, parce que sinon, tu vas très, très certainement aller dans le mur. Ouais, mais de toute manière, l'haltérophilie est un très vieux sport, mais qui nous apprend plein de choses encore aujourd'hui. Tu vois, quand j'ai commencé le powerlifting, donc je te parle de ça il y a une quinzaine d'années, c'était normal d'arrêter de s'entraîner 10 jours avant une compétition. Mais complètement, hein. Je touchais plus une barre pendant 10 jours avant une compète. Et les plus téméraires, ils avaient 7 jours, tu vois. Et mais tu touchais pas une barre, quoi. Et je me suis toujours dit, parce que moi, j'étais dans un club d'haltéro et de force athlétique. Et donc, moi, j'avais une compétition départementale, régionale, tu vois. J'étais tout jeune, je débutais et tout. Et mon coach, il me disait, non, tu viens plus à la salle. Si tu viens, tu fais juste des étirements, un peu du vélo, machin et tout. Et comme j'adorais être à la salle, je venais à la salle tous les jours. Et je voyais les haltéros qui avaient une compète le même week-end que nous et qui, eux, continuent à lifter des barres le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi. Et nous, on était là comme des cons sur nos vélos, en train de pédaler et de faire des étirements, quoi. Je me disais, et tu vois, tout jeune, je n'étais pas du tout entraîneur et tout. Je me disais, il y a quand même un truc qui déconne, quoi. C'est pas possible. Il y a un truc, à un moment donné, il y en a un des deux qui se plante. Soit la vérité, elle est au milieu, soit il y en a un des deux qui se plante. C'est pas possible. Et tu vois, je pense vraiment que le powerlifting s'est planté pendant longtemps. Certes, le powerlifting soulève des charges plus lourdes que le weightlifting, que l'haltéro. Donc, du coup, on se dit, bon, ben, le système nerveux central, il doit être fatigué quand même. Ça ne doit pas être la même gestion au niveau de la récup du système nerveux. Donc, du coup, il faut plus de temps de récup. C'est vrai, d'accord. Mais en fait, l'impact sur le SNC, sur le système nerveux central, quand tu fais du 1, 2 ou 3 reps à 70-75%, elle est zéro, quoi. En fait, il y en a très peu. Il y en a très, très peu. Donc, tu peux continuer à lifter des barres. Et tu le vois, ce que je disais, je reprends mon exemple, mais les haltéros, c'est pas rare. La veille que le mec passe aux Jeux Olympiques d'haltéro, la veille, il fait un squat à 250 kg, quoi. C'est pas... Eh ben oui, mais forcément, il a un squat à 330 ou 340. Donc, faire un squat à 250 kg, il peut faire des squats à 250 et des tirages proches de son max ou à la barre de départ qu'il va faire le lendemain. Et ça, c'est pas gênant. Donc, je pense que l'haltéro, tu vois, a plein de choses comme ça qui peuvent nous apprendre. Et tu parlais du volume et du tonnage. Typiquement, tu verras jamais un powerlifter qui s'entraîne 3 fois dans la journée. J'ai jamais vu. Par contre, combien t'as de pays de l'Est qui se sont entraînés, qui s'entraînent toujours comme ça, matin, midi et des fois soir, avec, tu sais, la méthode bulgare où ils faisaient entraînement, 2 heures, 1 heure manger, sieste,
entraînement, manger, sieste, entraînement, 3 fois dans la journée, quoi. Mhm. Et ben, Rad, et ben, en attendant, il gagnait des titres, il marquait des podiums. Et voilà, on ne va pas rentrer dans les histoires de dopage, de pas dopage, j'en sais rien. Je pense il y avait sûrement plein de dopage à cette époque-là chez Bulgare, mais je pense qu'il y en avait aussi chez d'autres pays, tu vois. Et en attendant, Mhm. il gagnait. Donc je pense que effectivement, on doit pouvoir s'entraîner. Mais pour ça, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, et on va boucler la boucle. Ben, il faut de la PPG, il faut une capacité de travail importante. Pour avoir une capacité de travail importante, il faut une base solide et un socle solide et large. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la méthode conjuguée pour ceux qui connaissent peut-être pas cette approche-là, donc ces principes, le cadre dans lequel il peut s'appliquer et les bénéfices qu'il peut avoir? Alors, la méthode conjuguée, ça a été inventé par Simons dans les années 70. C'est un coach de powerlifting. Donc, je vais vous parler essentiellement de la méthode en powerlifting, mais elle s'applique sur plein d'autres domaines, hein, puisqu'ils entraînent des crossfitters, ils entraînent des weightlifters, des athlètes de MMA, enfin, voilà, ils entraînent vraiment beaucoup, beaucoup de sportifs différents. Mais la base de la conjugate méthode, c'est de partir des travaux de Zatsursky de l'époque. Tu sais, le fameux triangle avec effort maximaux. Donc, c'est le fait de faire de la force, de soulever des charges lourdes. Les efforts dynamiques où tu fais du développement des qualités de vitesse. Donc, ça peut être de la puissance, ça peut être de la force-vitesse, la vitesse, ça peut être toutes les qualités de vitesse. Et des efforts répétés. Et les efforts répétés, ça va être plutôt le travail avec des séries un peu plus longues, notamment l'hypertrophie ou l'endurance de force, toutes ces choses-là. Et Zatsursky nous expliquait déjà dans les années 70 que pour développer de la force maximale, pour soulever plus lourd, on n'est pas obligé de faire que de la force max. On n'est pas obligé que de soulever lourd tout le temps, mais que les efforts dynamiques et les efforts répétés participaient aussi au développement de la force maximale. Et que c'était le meilleur moyen, du coup, pour éviter de faire du lourd tout le temps, puisque déjà dans les années 70, ils avaient compris que faire du lourd tous les jours, ben, ça ne marchait pas. On ne peut pas soulever lourd tous les jours. Et donc, du coup, ils se sont dit, ben, comment on fait? Et ben, voilà, on va passer par des efforts maximaux, OK, mais on va aussi passer par des efforts répétés, par des efforts dynamiques. Ça, c'était la base de la méthode conjuguée. Et après, Simon, qui est allé plus loin, s'est dit, n'empêche quand même, si toutes les semaines, je fais que du squat pour progresser au squat, ça risque au niveau du système nerveux central poser problème. Et donc, il s'est dit, tiens, si au lieu de faire du squat, je fais des variantes de squat, c'est-à-dire des exercices qui vont ressembler au pattern de squat, mais qui vont développer plus ou moins certains maillons de mon squat. Et du coup, tout assemblé, améliorer mon squat. Donc ça, c'était le principe des efforts maximaux, des max efforts de Simons, de dire, ben, je vais faire, pour améliorer mon squat, tu connais cette fameuse phrase, une chaîne est aussi forte que son maillon le plus faible. Simon, il adore cette phrase. Et c'est de dire, ben voilà, mon point faible sur mon squat, si je veux progresser au squat, il faut que j'améliore la force de ma chaîne postérieure. Voilà. Donc, du coup, qu'est-ce que je vais faire? Ben, au lieu de faire que du squat tout le temps, je vais faire une semaine du squat lourd, je vais faire une deuxième semaine du good morning lourd, je vais faire la semaine 3, je vais faire autre chose. Et de cette manière-là, je renforce tous les maillons de ma chaîne en changeant chaque semaine d'exo. Et en plus, je trompe mon système nerveux central en modifiant systématiquement le recrutement musculaire et le recrutement dans cette séance de max effort. Et donc, il fait jouer comme ça sur la semaine d'entraînement des séances de max effort, des séances de speed day ou speed effort, où là, il va développer plutôt les qualités de vitesse, de force explosive, de puissance de ses athlètes pour qu'ils soient capables de soulever des charges avec de plus grande vitesse. Il va aussi intégrer beaucoup de mouvements de musculation, ce qui ça était nouveau pour l'époque. C'est-à-dire qu'à l'époque, les powerlifters s'entraînaient uniquement en faisant du squat, du bench et du deadlift. Alors que lui, la répartition en powerlifting, c'est 80-20. 80% de renfort musculaire, de muscu, et 20% de main lift. 20% de squat, bench, deadlift. Ce qui maintenant est plus trop à la mode d'ailleurs. Maintenant, ils sont revenus quasiment à faire que du spécifique. Moi, je pense que la vérité, elle est un peu entre les deux. Mais voilà, l'idée, c'était ça. C'était de travailler sur des max efforts. Donc, varier tout le temps le mouvement. Pas tout le temps le même, pas tout le temps le mouvement de compétition. Donc, c'est là où il a commencé à intégrer des chaînes, des élastiques, des box, de vraiment utiliser plein d'exos qui pouvaient ressembler au mouvement qu'il voulait bosser, mais sans être le mouvement qu'il voulait bosser. Euh, Tu vois, par exemple, pour le coucher, ils faisaient quasiment plus de coucher, ils faisaient du floor press, ils faisaient du coucher avec des cales, ils faisaient du coucher avec des barres spéciales, du coucher avec des chaînes, ils varient la prise de main et tout ça.
Donc, du coup, ils font beaucoup de choses comme ça. Pour le squat, ils vont utiliser, pareil, des box squats de différentes hauteurs, des écartements de pieds différents, des squats avec chaîne, des squats avec élastique, des squats avec safety bar, des squats avec barre cambrée. Voilà. Ou, du coup, même pas des squats, hein, du coup, des good morning, des mouvements comme ça. Et pour le deadlift, varié, tu vois, soit du tradi, soit du sumo, deadlift avec élastique, deadlift en déficit, deadlift des racks. Enfin voilà, c'est ultra varié. Le reverse band aussi, qui est moins connu en France, où on attache les élastiques au-dessus de la barre au lieu de les attacher au sol. Enfin voilà, c'était vraiment très varié. Et de créer une semaine d'entraînement comme ça, où les mecs allaient faire des séances lourdes, max et fortes, des séances de speed et fortes, et au sein de ces 2 séances, eh bien, on va faire aussi des efforts répétés, donc du développement, d'hypertrophie et tout ça. Est-ce que Je ne sais ton pas si j'étais avis, assez clair. très, très, très clair, très, très bien décrite à mon avis, est-ce que, à ton avis, cette méthode s'applique à tous les niveaux d'athlètes? Est-ce qu'il y a certaines catégories d'athlètes qui peuvent en bénéficier plus que d'autres? Et même pour étendre ça plus loin, est-ce que certaines catégories d'athlètes devraient peut-être éviter cette méthode jusqu'à ce qu'ils atteignent un certain niveau ou autre? Clairement, elle ne s'adresse pas du tout à des débutants. Parce qu'en fait, Simons, lui, n'entraîne que des athlètes pros. D'accord. Ça, il faut bien le comprendre. Donc, c'est des gens qui ont un pattern de mouvement qui est déjà parfait, ou en tout cas qui ne le bougeront plus. C'est-à-dire que si leur squat n'est pas parfait, ils ne vont pas y toucher. Ils sont déjà pros, ils ne vont pas s'amuser à changer leur mouvement et à modifier le geste. Ils vont rester sur leur geste imparfait. On a plein d'exemples comme ça en altéro où on voit des mecs qui sont champions olympiques avec des gestes où tu te dis wow, c'était pas beau, quoi. Mais il est champion olympique, donc juste tais-toi, quoi. Tu vois, tu peux rien dire. Il a arraché 200 kilos, qu'est-ce que tu veux dire? Donc voilà, oui, certes, il n'est pas beau, il fait un saut en arrière, il n'y a pas d'extension, tu te dis, ah, c'est pas terrible. Eh ouais, mais ça marche. Ben là, c'est pareil, tu vois, Simon, il entraîne que des pros. Donc du coup, les mecs n'ont pas besoin de répéter sans arrêt du squat, quoi. Ils en ont fait, ça fait 10 ans qu'ils en font, 15 ans. Ils n'ont pas besoin d'en faire sans arrêt. C'est que le mec peut passer 3 mois sans faire de squat, tu le remets sous une barre de squat, il va savoir faire un squat à nouveau, quoi. Donc du coup, c'est pour ça qu'il peut se permettre d'utiliser des patterns, enfin, et des mouvements un peu différents. C'est-à-dire que pour améliorer le squat de la personne, il peut passer sur du box squat, il peut passer sur du good morning, sur des choses comme ça, sans que ça n'altère la technique de l'athlète sur son squat. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, on a souvent dit que la méthode conjuguée était destinée aux athlètes dopés. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Ce qui est vraiment destiné chez Simons à des athlètes dopés, c'est l'organisation sur la semaine. Il faut savoir qu'ils s'entraînent toute la journée, les mecs. Là, c'est vraiment, ils s'entraînent tout le temps, quoi. Ils sont pros, ils font que ça. Donc oui, là, peut-être qu'effectivement, on peut penser ça. Mais la manière dont la méthode conjuguée a été pensée, l'idéologie du truc ne fait qu'on peut en tirer des bénéfices et on peut imaginer que ça peut être bénéfique à de nombreux athlètes. Par contre, ce qui est sûr, c'est que la méthode conjuguée, comme elle a été pensée pour le powerlifting par Simons, elle est destinée à des athlètes qui font du powerlifting équipé. Et ça, c'est très, très important que les gens qui nous écoutent aient conscience de ça. C'est que le powerlifting raw et le powerlifting équipé, donc le raw sans équipement, hein, tu as juste droit aux genouillères, bande de poignets et ta ceinture, et le powerlifting équipé, où tu as le maillot de développé couché, la combinaison de squat et de soulevé terre, font que le mouvement, la mécanique du mouvement est totalement différente. Et donc, du coup, la méthode, comme elle a été pensée par Simon, c'est beaucoup plus adapté pour le powerlifting équipé que pour le powerlifting raw. Ça, c'est une certitude. Est-ce que tu pourrais te décrire avec un peu plus de détails pour ceux qui ne connaissent pas? Moi, le premier, hein, les différences fondamentales de mouvement entre être en bougeant équipé ou en brut. Alors, c'est difficile à expliquer. Je le dis toujours aux gens, l'équipé, tant que tu n'en as pas fait, tu ne peux pas comprendre ce que c'est, quoi. C'est un bordel sans nom. Mais vraiment, c'est-à-dire que là, j'essaye vraiment de m'y mettre, hein, d'accord? Je galère de dingue, hein. Donc, c'est vraiment très, très compliqué. Le sport n'est plus le même. Mais vraiment, c'est plus le même sport, quoi. C'est-à-dire que, OK, on pousse des barres, mais il y a à peu près autant de similitudes entre un squat raw et un squat équipé qu'entre l'haltéro et le powerlifting, quoi. C'est vraiment très, très éloigné. Ouais. En fait, le maillot de développé couché, pour parler de lui, il contraint vraiment ta position et t'empêche de descendre la barre. Il est vraiment extrêmement rigide. C'est très, très dur de descendre. Tu vois, pour te donner un ordre d'idée, là, actuellement, à 300 kg, je ne touche pas la poitrine, quoi. Tu vois, je touche pas. Il me manque encore quelques centimètres pour toucher à 300 kg, quoi. Donc c'est vraiment très difficile.
La combi de squat, il y a en plus les bandes de genoux. C'est pareil, c'est très très difficile de descendre. Il faut des charges énormes pour arriver à descendre jusqu'à un niveau acceptable en compétition. Par contre, ce qui est sûr, c'est que ce soit la combi de squat ou le maillot développé couché, elle te donne de l'élan en bas. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as fini ta phase excentrique, tu commences à la pousser, ça donne de la vitesse à la barre. Et c'est pour ça que le speed day est très très intéressant avec le powerlifting équipé, parce que déjà, la combi va te donner de la vitesse. Donc, si tu es plus explosif toi-même, tu vas arriver à profiter de ça pour donner de l'élan et profiter de cette vitesse-là et toi en amener encore plus. C'est aussi pour ça que Simon fait beaucoup de travail avec des chaînes ou avec des élastiques, ce qui augmente du coup la résistance en haut des mouvements. Quand tu mets des chaînes, quand tu remontes, les chaînes elles se décollent du sol. Donc, plus tu te relèves de ton squat, plus tu as de poids. Et c'est pareil avec la combinaison, parce que la combinaison, elle est très tendue quand tu es en bas de ton squat. Donc, au début, elle t'aide, et puis plus tu remontes, moins elle est tendue, et moins elle t'aide. Donc, c'est un peu, tu as un peu, quand tu fais du powerlifting équipé, au squat et au coucher, cette sensation-là de faire du coucher ou du squat avec un élastique, en fait. Que plus tu remontes, plus ça devient dur. Le soulevé de terre est un peu différent parce que le fait qu'il n'y ait pas de phase excentrique, que ce soit un mouvement qui démarre en concentrique, fait que la combi t'aide très peu. Voilà. Elle t'aide à te gainer, un petit peu comme si tu avais une ceinture à améliorer, quoi. Elle te donne peut-être un petit peu d'élan au démarrage, mais elle t'aide très très peu. S'il n'y a pas de mise en tension de par la descente, quoi. Quand tu as parlé de cette différence, qui, à mon avis, est une différence extrêmement importante entre le deadlift qui est essentiellement concentrique dès le départ, avec, par rapport à un squat et un bench qui ont cette phase excentrique, que ce soit en équipé ou non, mais parlons sans équipement là pour un instant. Pour toi, est-ce que cette différence dans simplement la nature du mouvement engendre ensuite des demandes au niveau de programmation et d'entraînement qui sont conséquentes, de l'ordre de eh ben, on n'entraîne pas un deadlift comme on entraîne un squat parce que… Ouais, en fait, tu n'entraînes pas un deadlift comme tu entraînes un squat pour la simple et bonne raison que le deadlift est beaucoup plus taxant pour le système nerveux central. Je pense qu'on l'a tous fait quand tu as fait un max soulevé de terre. En général, tu prends ton sac, tu rentres chez toi. Tu n'as pas envie d'aller faire de la muscu après ou d'aller faire ton renfort sur ton gainage ou quoi. Tu es vraiment fracassé. J'ai pas ce sentiment-là sur le squat. Tu es écrasé par la barre, mais je me sens beaucoup moins quand même vidé après un squat lourd qu'après un soulevé de terre très très lourd. Donc forcément, ça demande des adaptations. Euh, de toute manière, la priorité, elle va être sur le niveau de pratique de l'athlète. Quand un athlète est débutant, la priorité, elle va être sur le volume de travail. Et donc, forcément, on va revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, il faut construire la capacité de travail progressivement, il faut l'amener progressivement. Mais plus il va répéter le geste souvent, avec des charges vraiment sous-maximales, c'est pas rare que mes athlètes débutants, ils travaillent pendant 2, 3, 4 mois sur du 80% grand max. On ne monte jamais au-dessus. Et voilà. Et ça, c'est vraiment important pour que le pattern commence à être vraiment très, très ancré, pour que la technique soit totalement automatisée. Tu as connu ça avec l'haltéro. Tu as vu l'haltéro, il faut vraiment que ce soit, il faut en faire des milliers. Il faut en faire des milliers, il faut que ce soit toujours la même. Ben, le powerlifting, c'est un peu pareil, sauf que c'est plus facile. C'est quand même plus facile d'acquérir une grosse automatisation du geste que sur un arraché, mais c'est quand même très important. Parce que dès que tu vas mettre lourd, si le geste n'est pas automatisé, tu vas commencer à te chercher et tu vas foirer tes barres. Et puis en plus, tu risques de te blesser. C'était ça ta question ou pas? Ouais, il y avait cet élément-là. Quelle est la place pour toi du travail unilatéral en powerlifting? Alors, moi, je trouve qu'elle est très, très souvent sous-estimée. On n'en voit quasiment pas. Alors, si, il y en a un qu'on voit tout le temps, c'est le Bulgarian squat. Tout le monde met du Bulgarian squat dans toutes les planifs, j'en vois partout. Je pense que 9 coachs sur 10, ils ne savent pas pourquoi ils le mettent, mais ils le mettent parce que tout le monde le fait. Mais ça, on le voit, mais c'est un peu une mode. Mais par contre, les mouvements unilatéraux sont très importants pour rééquilibrer vraiment la musculature et pour rééquilibrer du coup ta trajectoire. Si tu as une jambe qui est vraiment plus forte que l'autre, tu vas vraiment avoir des compensations qui vont être énormes et tu vas en plus augmenter le risque de blessure. Alors, tu vas avoir des petites compensations qui vont se faire au niveau du squelette, des petits problèmes ostéopathiques et tout ça. Et tout ça va dégénérer vers des tendinopathies, vers des choses comme ça. Et donc, du coup, le travail unilatéral va permettre de rééquilibrer ça. Sans oublier le fait que le travail unilatéral peut être très, très intéressant pour tous les patterns d'antiflexion ou d'anti-inclinaison aussi.
Tu vois, ça peut être très intéressant. Utiliser du travail, par exemple, il y a un exercice que j'aime beaucoup mettre dans les programmes de mes athlètes. Je leur mets souvent des petits protocoles, des petits circuits en place, tu vois, pour travailler leur core training en fin de séance, tu vois, sur des petits circuits, des trucs un peu plus fun. Il y a un exo que j'aime beaucoup, c'est le suitcase deadlift. C'est-à-dire que c'est marcher avec un kettlebell ou une barre ou un halter d'un seul côté, avec la consigne de ne pas du tout se pencher de l'autre côté pour compenser, tu vois. Donc tout ça, c'est des exercices qui sont unilatéraux, du coup, puisqu'on travaille que sur un bras, mais qui sont très, très intéressants pour travailler sur des patterns d'antiflexion. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme que ce soit des D'anti-inclinaison, plutôt. type d'exercice, pattern de mouvement ou autres éléments d'entraînement qui sont, à ton avis, négligés à l'heure actuelle ou en général dans les sports de force et notamment le powerlifting? Alors, clairement, ce dont on vient de parler, les patterns d'anti-inclinaison et d'anti-rotation sont trop sous-estimés. Clairement, c'est vraiment une constante qui permet d'avoir un mouvement qui ne se déforme pas, quoi. C'est vraiment ça. Et pour être capable de générer de la force, il faut être capable d'avoir un mouvement. Alors, des fois, il n'est pas très esthétique en powerlifting. Je vois plein de powerlifters qui ont des gestes qui ne sont pas esthétiques, mais qui sont efficaces. Et la clé, c'est d'avoir un geste qui ne se déforme pas pendant le mouvement. C'est-à-dire que, tu vois, moi, je ne suis pas un ayatollah du dos bien droit et tout. C'est-à-dire qu'on peut avoir un dos qui est une charnière dorsale qui est arrondie, ça ne me choque pas du tout. Et même, moi, j'ai tendance, avec ma vision de strongman, à encourager ça. Parce que forcément, en strongman, quand tu attrapes une boule, le jour où je vois quelqu'un attraper une boule d'Atlas avec un dos parfaitement droit, bah, je tire mon chapeau. Par contre, je connais personne qui est capable de soulever une boule de 200 kg avec le dos parfaitement droit. C'est anatomiquement juste pas possible. Donc, en fait, si tu veux, avoir le dos, une charnière dorsale arrondie et tout ça, tu sais, Strong First, Pinot parle tout le temps des patterns, des patterns, des torques internes, de ces choses-là. C'est très intéressant parce que c'est typiquement de ça dont on parle. C'est pas gênant à partir du moment où le mouvement ne se déforme pas durant le mouvement, durant l'exécution du mouvement. Tu as une position de départ qui est ce qu'elle est. Si tu es capable de la maintenir durant toute la durée de ta répétition, ok, moi ça me va. Faut pas non plus que ce soit dans des. Voilà, on va dire, il y a quand même un certain degré à respecter, on va dire ça, mais ça ne me dérange pas. Par contre, là où ça me dérange, c'est quand le mouvement se détériore, se modifie durant la répétition, où là, potentiellement, on a des risques de blessure qui sont importants. Et là, vraiment, clairement, le travail, tu sais, tous les exos de pal of press, tous les exos vraiment d'anti-rotation, qu'on voit de plus en plus, d'anti-inclinaison, vont avoir un rôle hyper important. Puis de toute manière, euh, la clé souvent du travail de force, quel qu'il soit, c'est le corps, c'est le centre du corps, c'est le corps training. Puisque tu peux avoir les plus grosses cuisses du monde, tu peux avoir les cuisses de Ronnie Coleman, si au milieu, il n'y a rien du tout, ben, tu ne feras jamais un squat, ne serait-ce qu'à 250 kg, alors que tu as les plus grosses cuisses du monde. Il ne se passera rien. Si tu n'es pas capable de transférer cette énergie vers le haut de ton corps et que tu n'es pas solide au milieu, il ne se passera rien, il n'y aura jamais de miracle. Là, tu peux faire autant de Bulgarian squat que tu veux, tu peux faire du hack squat, tu peux faire de la presse, tu peux pousser 800 kg à la presse, tu ne feras jamais un squat à 250. On parlait d'un sujet alors je dirais pas d'actualité parce que ça fait un petit moment maintenant, mais dans le paradigme, on va dire, de compétition versus training ou entraînement, que fais-tu du deadlift de Thor qu'il a effectué? Est-ce que toi, personnellement, tu le considères comme un record du monde? Est-ce que c'est quelque chose qui devrait être appelé un record du monde? Quelle est ta pensée là-dessus, vu que tu baignes dans le strongman, dans le powerlifting? Comment est-ce que tu reflètes là-dessus? Alors, c'est très très intéressant puisqu'on va reparler de l'équipement du coup. En fait, il faut comprendre une chose, c'est que le record de Thor, ça reste une performance extraordinaire. Il n'y a rien à dire. Tu peux mettre l'équipement que tu veux, tu peux mettre ce que tu veux. Il n'y a pas beaucoup d'humains déjà un pourcentage de la population qui sont capables de faire un deadlift à 200. Alors un deadlift à 500, c'est extraordinaire. Par contre, il faut remettre les choses un petit peu à leur place. Pour moi, ça n'est qu'un record du monde en deadlift strongman. Je m'explique. Le record de Eddie Hall, précédemment, à 500 kg, il y avait ce qu'on appelle un gros appui-cuisse quand même. C'est-à-dire qu'il appuie la barre sur les cuisses pour l'aider à monter la barre jusqu'en haut. Ce qui n'a pas été le cas de Thor. Thor, sa barre est montée quand même relativement proprement. Donc, j'en parle à ce niveau-là, il n'y a pas de souci. Par contre, il y a une donnée qu'on oublie trop souvent,
c'est que bon, certes, il avait une combinaison, mais surtout, il avait des sangles. Et ça, beaucoup de gens n'en parlent pas. Il a des sangles de tirage, ce qui est le cas pour Eddie Hall aussi, puisque c'est autorisé en compétition sur les épreuves de deadlift en strongman. Ça n'est absolument pas autorisé pour les épreuves de powerlifting. Et donc, pour moi, actuellement, le record du monde du deadlift en powerlifting est toujours détenu par Benedict Magnusson, qui est de 462, je crois, de mémoire, ou quelque chose comme ça. Puisque, effectivement, c'est le seul deadlift à ce point-là qui a été fait sans sangle. Ça n'empêche, c'est un record du monde pour moi, dans l'ensemble, puisqu'il a été fait dans les règles de Strongman. Là où la question de la légitimité de ce record se pose, c'est sur la compétition. C'est sur le fait qu'elle ait été faite en visio voilà, sur un événement qui n'est pas du tout une compétition. Je ne pense pas qu'il y ait eu de triche ou de choses comme ça. On ne va pas rentrer dans ce genre de débat. Je pense que cette barre, elle a vraiment été faite. Par contre, pour moi, et je préfère pourtant After Bjornsson à Eddie Hall, mais pour moi, le record d'Eddie Hall avait beaucoup plus de valeur, était beaucoup plus légitime, dans le sens où il avait été fait sur une très très grosse compétition qui était les championnats du monde de deadlift. C'était les championnats du monde deadlift strongman avec leurs règles particulières, mais c'était une compétition officielle où d'autres personnes, d'autres athlètes concouraient avec lui devant un public et sur un événement officiel. Là, After Bjornsson, il était tout seul dans son garage. Ouais, non, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et c'était intéressant d'avoir les détails par rapport à justement ces straps et les sangles de tirage et les différences qu'il peut y avoir entre le powerlifting et le strongman. Tant qu'on est dans les sports de force, et bon, je pense qu'on va y rester un petit moment, mais que fais-tu de la récupération pour les athlètes en sport de force, son importance et qu'est-ce qui est peut-être négligé le plus souvent? Alors, ben, tu vois, je vais prendre la question un peu à l'envers. C'est-à-dire que pour moi, c'est l'inverse. C'est-à-dire que c'est souvent trop surestimé la récupération. C'est pas sous-estimé, c'est surestimé. C'est-à-dire que D'accord. c'est une erreur de chercher à toujours vouloir récupérer. Tu sais, c'est à la mode en ce moment, les pistolets de massage, les rouleaux, les trucs, les machines, les bidules, la cryo, tu sais même plus. Oui, certes, ça peut être très bien à certains moments, on en parle après. Mais chercher à récupérer, c'est limiter le phénomène inflammatoire dû à l'entraînement. Limiter ce phénomène inflammatoire, c'est limiter les adaptations du corps à l'entraînement. C'est complètement con. C'est aberrant. En fait, tu contrecarres ce que tu essayes de faire en cherchant toujours à plus récupérer. Alors oui, il y a des moments où ça peut être super intéressant. Il y a des moments où les séances ne sont pas faites pour créer des adaptations. Par exemple, typiquement des séances de test. Typiquement, une séance de test, elle est là pour tout tester et pas pour créer la moindre adaptation. Les adaptations, tu vas chercher à les créer dans le bloc qui a suivi, dans les blocs qui ont suivi, dans ta PPG, tout ça. Tu as cherché à créer des adaptations qui t'ont amené au jour où tu as fait ton test, ton mock meet, on appelle ça en powerlifting, c'est très à la mode, ou que tu as fait ta compétition. Donc là, chercher à récupérer après une compète, ouais, très bien, pas de souci. C'est normal, surtout qu'après une compétition de powerlifting ou de strong, t'es mâché, quoi. T'es vraiment fracassé. Donc aller te jeter dans une baignoire remplie de glace, là, oui, ça peut avoir son sens. Surtout qu'en strongman, il y a des épreuves où tu prends des coups. Tu vois, vraiment, où tu vois le log, typiquement, où tu as des épreuves qui mettent des impacts Ouais. sur le corps, les stones et tout ça. Donc, chercher à limiter un petit peu les saignements internes, tout ça, en allant se mettre dans un bac de glace, pourquoi pas faire un petit peu de pistolet de massage pour essayer d'augmenter un peu la, la, l'afflux sanguin, pourquoi pas. D'ailleurs, ce serait marrant qu'on en parle, j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus. En fait, si tu veux, chercher à récupérer, c'est aussi nuire à ce que tu cherches, donc à chercher du coup des adaptations grâce à l'entraînement. Donc chercher à récupérer, c'est pas toujours la bonne solution. Par contre, ce que moi je conseille à mes athlètes et ce que je mets en place là depuis pas mal de temps, ça vient aussi de Simons, sont des séances de blood flow. Le blood flow, ce sont des séances qui visent à augmenter l'afflux sanguin dans un muscle qui a été lésé le lendemain d'une séance. Alors, ça peut être le soir si tu as fait ta séance le matin, mais généralement, tu fais ça le lendemain. Le blood flow, c'est quoi? C'est généralement une série entre 100 et 200 répétitions que tu fais avec une intensité minime, toujours avec des élastiques. J'expliquerai après pourquoi. Toujours avec des élastiques que tu fais le lendemain de ta séance. Et en fait, du coup, par exemple, le lendemain d'une séance de squat, tu vas le faire sur tes ischio ou tes quadris. Et tu vas faire 100 reps en leg curl avec un élastique. Pourquoi avec un élastique? Parce qu'un élastique,
Ça va générer moins de tension musculaire. Quand tu viens de faire une séance la veille, souvent, tu sais que tu as des petites courbatures, des petites lésions musculaires. Donc, du coup, tu ne vas pas t'amuser à mettre de la tension, une forte tension sur ces fibres musculaires qui sont déjà lésées, puisque ça ne t'aiderait pas à récupérer, au contraire. Tu vas plutôt chercher à avoir quelque chose de doux. Pardon, pour provoquer un afflux sanguin important, tu vas utiliser l'élastique. Parce que l'élastique, quand tu es sur la fin de ta phase excentrique, donc là où tes fibres musculaires sont très étirées, forcément, la tension de l'élastique, elle est quand même très limitée. Donc, tu vas générer peu de dommages sur tes fibres musculaires. Et tu vas faire comme ça, 100 reps, en récupérant, tu en fais 10. Dès que ça devient un tout petit peu dur, surtout tu ne forces pas, tu t'arrêtes, tu en refais une dizaine et tu essaies d'en faire comme ça une centaine, de manière à amener un maximum de sang. Et donc, avec ton sang, tu emmèneras des plaquettes, tu emmèneras tous les nutriments nécessaires pour améliorer la reconstruction musculaire et donc améliorer ta récupération. Ça, ce sont des séances que tout le monde peut intégrer le lendemain d'une séance sur les muscles qui ont été lésés, toujours sur du travail d'isolation. On cible vraiment le muscle. Ça peut être des triceps, ça peut être des chests, tu sais, avec les élastiques, ça peut être ce que tu veux. Mais en tout cas, toujours des exos d'isolation, toujours avec des élastiques pour limiter la tension en fin de phase excentrique. Donc voilà, ça c'est un protocole que j'utilise avec mes athlètes, quoi, le Blood Flow. Et du coup, ouais, le pistolet de massage, tu vois, c'est vraiment un truc sur lequel j'ai du mal à avoir un avis tranché parce que j'ai du mal à trouver des données scientifiques, d'études scientifiques qui ont été faites là-dessus. J'ai du mal à en trouver. Il paraîtrait apparemment que ça permettrait quand même d'améliorer la coordination intra- et intermusculaire avant, quand tu le fais sur un échauffement. J'ai lu ça dernièrement. Je sens vraiment de données scientifiques derrière. Derrière un entraînement, il y en a qui disent que ça permet d'augmenter l'afflux sanguin, mais en même temps, je me dis que les impacts vont avoir tendance à détériorer encore de la fibre musculaire. Alors, tu vois, c'est vraiment quelque chose sur lequel j'ai du mal à me faire un avis. Alors, mon avis dessus, il va dans le sens de mon avis sur pas mal de modalités de récupération, comme tu les as mentionnées. Et je voulais revenir sur ce que tu disais avant. Je pense que c'est ce que je préconisais pour mes joueurs de rugby. C'est que, comme règle générale, en pré-saison, intersaison, pas de glace, pas de grosses modalités de récup parce qu'on veut les adaptations. Mais après un match, tu es cabossé, tu vas te mettre dans la glace, ça te fera du bien. On est d'accord. Et cette deuxième partie, ça te fait du bien, ça, je pense que malheureusement, c'est extrêmement difficile d'extraire ce paramètre dans la recherche, le paramètre de perception de bienfaits au niveau perceptif. Et ça, c'est un bienfait qu'on ne peut pas nier, même si les études vont à l'encontre de cette conclusion. En gros, si tu te sens bien quand tu le fais, eh ben, il y a des chances que ce soit bénéfique pour toi. Tu vois, Je suis il d'accord. n'y a pas nécessairement de recherche qui montre que le stretching à proprement parler, c'est bénéfique. Mais moi, je sais que quand je me lève le matin, que je me fais 20 minutes de stretching tranquille devant ma lumière rouge, eh ben moi, je me sens mieux. Et j'ai moins de tension Ouais, mais musculaire. tu Et je suis... vois, le stretching, ça peut s'expliquer et se justifier sur une routine matinale. Est-ce que Mhm. tu vas conseiller à un athlète de faire du stretching après une séance d'entraînement? Ça, encore une fois, il y en a qui sentent le besoin et qui sentent que ça les aide. Et il y en a d'autres qui ne le font pas et qui s'en sortent très, très bien sans. Et même si tu sens, même si tu sais scientifiquement que ça va être quand même soit pas efficace, soit même néfaste, même s'il se sent bien, tu vas quand même lui préconiser. Alors, si c'est néfaste, s'il y a des chances que ce soit néfaste, non. C'est clair que stretching statique avant un effort explosif ou dynamique, on sait que ça va avoir un impact négatif dessus et pas te permettre d'atteindre les mêmes vélocités, les mêmes rendus d'effort. Donc là, c'est clair que, mais si c'est Clairement. si c'est entre les deux, si c'est pas vraiment clair, si la personne pense que ça leur fait du bien, moi, je suis tout pour parce que c'est un truc dans lequel ils croient. Et honnêtement, c'est déjà la moitié de la bataille, à mon avis. Moi, j'ai exactement cette approche-là sur les programmations d'entraînement, c'est-à-dire qu'il y a des exos que je considère qui servent strictement à rien et que je lui laisse dans le programme juste parce que je sais qu'il l'aime bien. Et c'est, à mon avis, une justification qui se tient tout à fait. Chaque élément du programme n'a pas besoin d'être justifié par des études randomisées, contrôlées. Si ça fait du bien à la personne, si elle sent un bénéfice, et que ça n'a pas d'effet néfaste, pourquoi pas, pourquoi pas. Ouais, mais donc, du coup, ça veut dire que tu ne laisses pas faire de stretching après une séance, parce que ça peut être néfaste. Alors, mais après, voilà, quel type Non, de mais ça, c'est chaque stretching, athlète. pourquoi? C'est ça, c'est ça. Je dis ça en rigolant. Ça dépend vraiment de chaque athlète et de chaque coach et de la C'est sensibilité de chaque personne. exactement. Je veux dire, des champions olympiques ont été forgés avec et sans stretching.
Et donc, bien au sûr. final, comment faire la part des choses? Et ben voilà, ça, chaque personne un jour à la fois. Si on sort des Il y modèles. a- Vas-y, vas-y. Non, je disais, il y a bien des athlètes chinois qui font 1 heure de stretching avant chaque séance. C'est ça. C'est ça. Et après, on parle aussi de positions spécifiques, d'amplitude de mouvement importante. Donc, je pense que là, il y a certainement des pièces à jouer aussi. Quand tu as un sport qui te requiert de te placer dans des positions extrêmement exigeantes, tu as certainement Ah oui. avantage à développer ces positions de manière assez poussée. Surtout Il si y tu a as un mon chien qui déficit veut, potentiel. qui veut dire bonjour. Comment il s'appelle Qui ton veut chien? dire bonjour sur le podcast. Il s'appelle Hermès. Hermès. Donc, Tu veux dire bonjour? pour ceux qui nous écoutent en audio, venez sur YouTube pour voir Hermès, pour dire bonjour à Hermès sur le podcast. Il est beau, il est grand, ton chien. Euh, Ouais, c'est un grand Dogalman. si on sort des modalités de récupération, on va dire complémentaires, et qu'on se focalise sur rythme de vie et les choses de base qui vont te permettre ensuite d'avoir un entraînement qui est productif. Là, on parle sommeil, on parle nutrition. Comment est-ce que tu approches ce sujet avec tes athlètes? Nutrition, c'est vrai que moi je préfère laisser ça à des gens dont c'est le domaine, dont c'est la spécialité. J'ai plusieurs personnes avec qui je travaille en qui j'ai confiance qu'ils peuvent aller voir. Parce que c'est vraiment une discipline vraiment à part la diététique et la nutrition. Surtout qu'il y en a beaucoup, il y a beaucoup de diététiciens qui sont vraiment très très mauvais. C'est fascinant de voir à quel point. Mais comme le monde des coachs, hein, je ne critique pas spécialement les diététiciens, mais c'est vrai que j'ai des athlètes qui m'ont montré des plans d'entraînement où j'ai pas besoin d'être diététicien pour comprendre qu'il y a un problème, quoi. Et c'est la même chose pour les coachs. Il y a des gens que tu te dis, mais qu'est-ce qu'ils font là, quoi. Ben là, c'est un peu pareil. Mais c'est vrai que c'est un domaine qui est très, très, très important. On en a parlé tout à l'heure dans la préparation physique des surfeurs. Ils se mettent de plus en plus à intégrer la préparation physique et de la diététique et de la préparation mentale et toutes ces choses-là, parce qu'on sait que c'est le petit maillon qui peut faire la différence entre je suis premier et je suis troisième. Tu sais, je me rappelle du livre d'Olivier Bollier, tu sais, le tout petit bouquin là, sur la phase d'affûtage, je ne sais pas si tu l'as lu, Non. sur les phases d'affûtage. Il a écrit un tout petit livre qui reprenait un petit peu toutes les études qui avaient été menées, où il disait qu'il prenait un exemple sur je crois que c'était du 3000 mètres, 3000 mètres steep ou un truc comme ça, où il disait qu'en fait, la différence entre le premier et le quatrième, c'était 1,2% à peu près de performance, tu vois. Mhm. C'est quelque chose comme ça. Et que la période d'affûtage permettait d'améliorer en moyenne de 2% la performance d'un athlète, et que ça paraissait peu. Et après, il te donne l'exemple. Il te dit oui, mais la différence entre le premier et le quatrième, des fois, c'est 1,2%. Donc, ça fait la différence entre je suis champion olympique et je suis en bas de la boîte. Mhm. Donc, ouais, Et ça, c'est vraiment très, très important. C'est des données qui sont à prendre en compte puisqu'elles peuvent faire la différence, surtout quand tu arrives à haut niveau. Entre un athlète qui a juste un très bon plan d'entraînement et un athlète qui a un très bon plan d'entraînement, un très bon diététicien, qui a un sommeil hyper calé et qui en plus fait de la prépa mentale, ben, il y a de fortes chances que ce soit le deuxième qui gagne quand même. donc le sommeil, l'importance du sommeil, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Alors, c'est un domaine que moi, je ne maîtrise pas bien, en fait. Je sais toutes les valeurs que ça a, mais c'est vrai que je ne mets pas en place spécialement de choses pour mes athlètes. Je ne leur propose pas quelque chose à ce niveau-là. Je leur en parle, on en Mhm. discute. Mhm. Surtout ceux qui ont des problèmes de sommeil, on essaye de trouver des stratégies à mettre en place sur ce qu'on peut faire, sur ce qu'on peut essayer d'améliorer. Tu vois, comme je te prends un exemple, le mien, tout simplement. Je suis un très très mauvais exemple. C'est-à-dire que moi, mon rituel pour m'endormir, c'est de regarder des vidéos sur YouTube. Typiquement, ce qu'il ne faudrait pas faire. Mais ça marche pour moi. Ça, voilà, je ne peux pas te dire mieux. Ça marche pour moi. Je me mets dans le lit, je mets une vidéo YouTube. Généralement, je regarde des vidéos sur l'histoire ou des trucs comme ça, tu vois. Et ça m'aide vraiment à m'apaiser. Et en fait, ça me permet de faire un lien, faire une coupure, pardon, justement, défaire le lien entre ma journée et le moment où je me mets au lit. C'est vraiment, voilà. Donc, on essaye de trouver quelque chose, tu vois. Donc, il y a des gens chez qui ça va être l'inverse, surtout de mettre tous les écrans en stand-by pendant des fois 1 heure ou 2 heures avant de se mettre au lit, quoi. Donc, on peut essayer de mettre en place des choses comme ça. Au niveau de la nutrition, des fois, c'est intéressant d'en parler avec leur diététicien parce qu'il y a des fois des choses à mettre en place aussi au niveau de la diététique. Euh, Honnêtement, je crois très très peu, par contre, à ce qui est très à la mode en ce moment, le CBD pour dormir. J'ai vu aucun effet positif chez mes athlètes. Il y en a plusieurs qui l'ont essayé, j'en ai aucun qui m'a rapporté une vraie différence. Il y en a qui m'ont dit, ouais, il me semble que peut-être, mais j'en ai aucun qui m'a dit, wow, depuis que j'ai essayé, je dors mieux. J'en ai Mhm. aucun.
Non, je seconderais cet avis-là et je suis sûr que pour certains, ça marche peut-être. Mais Sûrement. Si ça personnellement, marche, tant mieux, il faut le faire. c'est ça, c'est ça. L'ayant essayé, c'est pas, c'est de loin pas ce que j'avais entendu des gens qui le mettent en avant. Euh, Thibaut, qu'est-ce que tu voudrais voir moins souvent dans les sports de force en France? Qu'est-ce que je voudrais voir moins souvent? Euh, des techniques dégueulasses. J'en vois il y a vraiment aucune technique, quoi. Alors après, tant mieux, on le disait tout à l'heure, il y en a qui font des arrachés en haltéro à 200 kilos et qui sont champions olympiques avec une technique qui est médiocre, même si c'est rare, mais ça existe, on l'a déjà vu. En force athlétique, en ce moment, on voit beaucoup de gens qui ont vraiment des techniques qui sont, je pense, néfaste pour la santé. Alors après, on va rentrer dans le débat. Est-ce que le sport de performance doit prendre en compte la santé? C'est un vaste débat. Et là, il faudrait un podcast en entier pour en discuter. Euh, chacun, je pense que chaque athlète, c'est exactement la même question que pour le dopage. C'est chaque athlète qui doit à un moment donné se faire son propre avis sur la chose et surtout être conscient des tenants, des aboutissants et être très clair avec lui-même. C'est-à-dire se dire, moi, si à 40 ans, je suis dans un fauteuil roulant, mais que j'ai été 3 fois champion du monde, c'est pas grave. S'il le sait et que dans sa tête, c'est clair et tout, ça ne me pose absolument aucun problème. Je suis personne pour juger qui que ce soit à ce niveau-là. Mais c'est vrai que je vois beaucoup d'athlètes qui ont de très mauvaises techniques. Le problème, c'est qu'on on a beaucoup de jeunes qui se mettent à la force athlétique. Je ne sais pas si tu l'as ressenti en Suisse, mais là, actuellement, en France, il y a un vrai engouement pour cette discipline. On a beaucoup de jeunes et de jeunes filles. En plus, je suis très impressionné de voir beaucoup de jeunes filles qui arrivent dans les compétitions et qui font de la force athlétique, ce qui est une chose extraordinaire. Mais c'est dommage parce que beaucoup de ces jeunes s'entraînent soit tout seuls, ils ne se font pas du tout suivre, soit ils sont vraiment tout seuls dans leur coin, ils font leurs petits trucs dans leur Basic ou dans leur fitness park sans personne pour les accompagner dans ce domaine-là. Soit ils se font coacher par des gens qui performent à ce niveau-là, mais qui ne sont absolument pas des entraîneurs. Mais pas du tout. Le fait d'avoir une communauté sur Instagram ou d'avoir des titres de champion du monde ne te donne absolument pas la légitimité pour entraîner qui que ce soit. Et ça, c'est quelque chose que je déplore parce que du coup, je l'ai vécu avec une de mes athlètes que j'ai arrêté de suivre parce qu'on s'était un petit peu perdu de vue et parce qu'on s'était séparés en très bons termes, qui après a repris la compétition, qui s'est fait coacher par une autre personne qui n'était pas vraiment un coach, mais qui était un athlète performant en France. Et il l'a littéralement détruite. Mais vraiment, il n'y a pas d'autre mot, quoi. Il l'a démolie, quoi. Elle s'en est toujours pas remis. Elle est aujourd'hui avec un entraîneur très compétent qui s'occupe très bien d'elle, mais ça fait déjà, je crois, 2 ans qu'ils travaillent ensemble pour essayer de juste réparer les problèmes et les dommages qui ont été causés par l'entraîneur d'avant. Donc ça, c'est quelque chose que j'aimerais voir un petit peu moins. Je prends souvent cet exemple-là parce que ma compagne a beaucoup été dans le milieu du cheval. Jamais tu verras quelqu'un aller acheter un cheval et monter dessus. Je n'ai jamais vu ça. Ça n'existe pas, des gens qui font ça. Pourquoi est-ce qu'en force athlétique, alors qu'on met des charges sur le dos, alors qu'on soulève des charges importantes, les gens pensent qu'ils peuvent eux-mêmes, sans avoir aucune connaissance en anatomie, en biomécanique, eux-mêmes aller dans une salle et soulever tout et n'importe quoi, n'importe comment, et espérer devenir champion et puis espérer surtout ne pas se faire mal. Ça, c'est quelque chose qui m'échappe totalement. Qu'est-ce que, quelle serait la bonne démarche à suivre du coup, à ton avis, et si tu avais un conseil à donner à ces personnes qui, voilà, comme tu l'as dit, qui sont peut-être intéressées par le sport, qui veulent se lancer, mais qui seraient consciencieuses et souhaitent faire les choses correctement, quelle est la bonne démarche pour justement ne pas négliger sa technique? Alors, déjà, la première démarche, sans parler de la technique, c'est vraiment de se faire encadrer, de se faire aider, d'aller voir soit des clubs, soit des coachs, et de faire ça dans les règles, j'ai envie de dire, parce que quand on débute, en plus, vous allez perdre du temps si vous ne prenez pas un coach. C'est dommage, parce que vous allez faire plein d'erreurs, vous allez vous tromper, vous allez rater plein de choses, vous allez potentiellement vous blesser, Donc, c'est dommage, prenez quelqu'un. Puis les gens te prennent toujours l'exemple, te disent toujours oui, mais ça coûte cher. Et je te garantis qu'il n'y a pas une seule personne dans ma vie à qui j'ai pas réussi à démontrer que non, c'était pas cher. Parce que, en fait, quand tu regardes leur mode de vie, tu arrives toujours à trouver l'argent dans leur quotidien pour payer un coach tous les mois.
Parce que, en fait, je suis très caricatural, mais c'est vrai. Tout le temps, quand tu discutes avec les gens 10 minutes, quand ils te disent ah, mais un coach, ça coûte cher, tu lui dis ok, combien de fois tu vas au restaurant par mois? Combien de fois tu sors? Combien de fois tu fais ça? Ça ne veut pas dire que le reste, c'est pas bien. Attention, c'est pas forcément négatif d'aller au cinéma. C'est Mais une peut-être que question de d'y aller 4 priorité. fois. C'est ça. Et puis, peut-être que d'y aller 4 fois dans le mois, tu vas peut-être y aller que 3 fois. Peut-être que d'aller 6 fois au resto, tu vas y aller 5 fois. Peut-être qu'au lieu d'avoir CanalSat, Canal+, Netflix, Amazon et tout, peut-être que tu vas avoir que Netflix. Et en fait, l'argent, ben, tu l'as là. Il est juste là, en fait. Tu vois? Donc après, c'est une question de priorité. Exactement. C'est ce que tu viens de dire. Je suis totalement d'accord. Si ta priorité, c'est d'avoir 92 chaînes, de sortir 12 fois, il faut surtout que tu restes là-dessus. Ça n'est pas grave. C'est pas un jugement de valeur. Tu as le droit de vouloir faire autre chose. Mais à partir du moment où tu veux faire aussi un sport, et qui plus est, un sport qui est toujours à haut niveau, la force athlétique, le powerlifting, c'est de suite un sport de haut niveau. C'est de suite un sport, tu vois, tu peux pas faire de la force athlétique comme tu fais du foot en loisir. Moi, je vois mon père, même quand il avait 50 ans, il jouait au foot en loisir avec ses copains, il faisait un match tous les samedis, et c'était très bien. En fait, ça ne marche pas pour des sports comme le powerlifting. Le powerlifting, si tu veux en faire, il n'y a personne qui fait ça pour le plaisir en y allant juste une fois par semaine. Mm. Ou alors, si tu en as des exemples, donne-les-moi parce que je n'en connais pas. Je connais personne qui dit ah, ça m'amuse d'aller faire du powerlifting une fois dans la semaine. Non. Les gens qui font du powerlifting, ils y vont 4 fois, 5 fois dans la semaine. C'est des séances qui durent 2 heures, 2 heures et demie, 3 heures. Donc, ça prend un temps important sur ta semaine. Mm. C'est compliqué. Souvent, ça a un impact sur ta vie quotidienne parce que des fois, tu es fracassé, tu as mal partout le lendemain, tu n'es pas bien, ou alors c'est con, mais tu as raté tes barres, tu as raté tes tests, le lendemain, tu n'as pas le moral. Mais tu vois, c'est bête, mais ça a un vrai impact, les sports comme le powerlifting, sur ta vie quotidienne. Donc, du coup, c'est dommage de faire ça et de ne pas se faire aider par des gens qui sont compétents, quoi. Dernière Et question pour pour. la technique, je vais Vas-y. revenir sur ce que tu disais. Oui, oui, Parce que reviens. ta question à la base, c'était sur la technique. Oui. Mais la technique, c'est clairement déjà de commencer à se former dès le début parce qu'on a la chance aujourd'hui. Tu vois, quand j'ai commencé le powerlifting, c'était pas les débuts d'Internet, mais pas loin. Il n'y avait rien. Mais quand je dis il n'y avait rien, il n'y avait rien du tout. Il n'y avait que notre ami défunt, malheureusement, Marc Vouillot, qui avait écrit un bouquin sur la force athlétique. Il y avait 2, 3 articles en anglais sur des blogs obscurs. C'était limite le darknet pour trouver un article de Louis Simons. Tu vois, c'était la croix et la bannière pour écrire. Je me rappelle, on avait fait venir avec mon pote les livres de Simons, on les avait achetés aux États-Unis. Il fallait Ouais. faire venir, on avait dû payer des droits de douane à l'époque parce qu'on avait fait venir un produit des États-Unis. Enfin, c'était n'importe quoi. Aujourd'hui, il y a des gens qui font du contenu gratuit partout. Tu vois, c'est ouf. Tu te rends compte la mine d'or que sont les vidéos que tu proposes. Mm. C'est incroyable pour quelqu'un qui veut travailler dans le monde de la préparation physique et tout. Des gens comme toi, il y en a des milliers, il y en a plein. Des gens qui proposent du contenu hyper qualitatif. Tu prends, je ne sais pas, je n'ai même pas envie de donner de nom spécialement là, mais il y a plein, plein, plein de gens qui proposent des contenus gratuits. Et même en ce moment, il y en a de plus en plus. Je vois des comptes de kiné du sport et tout. C'est-à-dire que même si tu n'es pas un spécialiste de la réhab ou de la préhab, tu arrives à trouver du contenu sur Instagram hyper qualitatif sur ce que c'est la réhab d'une épaule, tu vois. Mm. Alors, Mm. tu te rends compte, à la base, il fallait faire 5 ans d'études pour comprendre ça. Et aujourd'hui, tu as des gens qui font ça gratuitement sur YouTube. Donc, en fait, les gens qui vraiment prennent pas la peine de se former, d'apprendre ce que c'est une bonne technique au soulevé de terre, d'aller voir les vidéos des différents YouTubeurs, des différents Instagrammeurs qui font des choses bien, qui prennent pas le temps ou l'argent de voir un coach, ben, en fait, c'est dommage, quoi. C'est à perte, quoi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est triste. Parce qu'en fait, ils ont la chance d'être à une époque où ils ont tout en grande quantité et gratuitement. Et ils ne font même pas la démarche, des fois, d'aller chercher un peu, quoi. Ouais, tout à fait d'accord avec toi. Thibaut, qu'est-ce qui pourrait aider la force athlétique et les sports de force en général à gagner en popularité, à ton avis? Alors, le CrossFit nous a fait du bien, mine de rien, parce que le CrossFit a remis au goût du jour le fait de faire du squat et des deadlifts. Ça a été très bénéfique pour l'haltéro, mais ça a été très, très bénéfique pour la force athlétique parce que c'était redevenu normal dans une pratique sportive de faire du squat et du deadlift. Quel âge tu as, toi? Je ne sais même pas. 32. Ouais, donc, tu es comme moi, tu vois, j'ai 33. Rappelle-toi, je ne sais pas si en Suisse c'était comme ça, mais il y a une dizaine d'années, tu avais plein de salles où tu n'avais même pas un rack à squat, quoi. C'est Je ne te clair. parle même pas d'une plateforme pour faire du deadlift. Tu avais des salles où c'était interdit de faire du deadlift. Ouais.
Donc, et moi, ça, les jeunes d'aujourd'hui, ça ne rendent même pas compte. Je parle comme un vieux, tu vois. Je dis les jeunes, mais c'est vrai. Les gens qui commencent la force athlétique aujourd'hui, qui ont 18-20 ans, ils ne se rendent pas compte qu'il y a 10 ans, nous, quand on a commencé, dans les salles, il n'y avait pas de rack à squat souvent, parce que ce n'était pas à la mode. C'était très à la mode, le culturisme était très à la mode, tout ça. C'était l'époque où on mettait beaucoup de machines, beaucoup de choses comme ça. Et ça, le CrossFit a fait beaucoup de bien dans le sens où ils ont ramené des rack à squat dans les salles, où c'est redevenu normal, dans une pratique normale. Attends, aujourd'hui, je vois des jeunes dans les salles de muscu, et ça, c'est très bien, qui font du Jefferson curl. Non, mais attends, il y a 10 ans, tu faisais ça, le patron, il te jetait de la salle. Tu vois, c'est bien, c'est une bonne chose, les choses avancent. Tu vois, le Jefferson curl, pour ceux qui ne savent pas, c'est le fait de faire un soulevé terre, j'ai entendu, avec le dos rond. On va dire ça comme ça. On enroule, on déroule toute la colonne vertébrale pour renforcer tous les paravertébraux, tous les arrêteurs du rachis, tout ça. C'est un super exo, mais jamais tu voyais ça. Aujourd'hui, tu vois des jeunes en préhab qui mettent ça ou dans leur routine de chauffement ou quoi. C'est génial. Donc, tu vois, ça, c'est bien. Les choses avancent bien. Les réseaux sociaux ont fait beaucoup, beaucoup de bien à cette discipline-là, l'air de rien, parce qu'on voit de plus en plus de powerlifting et surtout, on voit de plus en plus de jeunes femmes et tout, et on voit que ce n'est pas juste un sport de bourrin et de gros abrutis qui soulèvent des barres dans un garage, quoi. Le powerlifting, ce n'est pas que ça. Ça peut aussi être cool et sympathique. Ce qui ferait du bien, il y a deux choses et qui sont complètement antinomistes. C'est soit que la force athlétique devienne olympique, ce qui mettrait de la lumière sur ce sport aux yeux du grand public, ou alors, à l'inverse, et tu vas voir, et c'est un peu ce que je pense pour l'haltérophilie, c'est-à-dire que l'haltérophilie, c'est très, très triste pour eux qu'ils ne soient plus olympiques, mais ça peut être aussi l'occasion de faire autre chose. Je te prends l'exemple de l'haltéro, par exemple, comme je disais. L'haltéro, elle n'est plus aux Jeux Olympiques aussi pour une raison très simple, c'est que c'est chiant à mourir de regarder de l'haltéro. Faut être clair. Même moi qui aime l'haltéro, je vais en regarder 1 heure, c'est le maximum, quoi. Tu rates pas plus. Va voir une compétition régionale d'haltérophilie. Franchement, c'est pas loin du même niveau de spectacle que d'aller dans un EHPAD, quoi, d'aller dans une maison de retraite. C'est triste, mais c'est d'une tristesse d'aller voir une compétition de jeunes départementale en haltérophilie. Il n'y a pas de musique, il n'y a pas d'ambiance, il n'y a pas de spectacle, il n'y a rien. Les mecs qui arbitrent, ils ont 80 ans, ils n'ont pas soulevé quoi que ce soit depuis 50 ans. C'est triste, tu vois. Et ça pourrait... Le portrait dur, mais juste. Ah, mais c'est vrai, c'est terrible. Je l'ai vécu aussi dans la force athlétique. Dans la force athlétique, ah, il y a ma chérie qui vient de rentrer, qui nous fait coucou. Salut. C'est aussi le cas dans la force athlétique. Moi, quand j'ai commencé les compétitions départementales, régionales et tout, c'était d'une tristesse. Il n'y avait pas un bruit dans la salle, il n'y avait rien et tout. Et tu vois, ce qui pourrait être bénéfique à l'haltéro, je pense, ça serait de créer, comme a su le faire le bras de fer, des ligues pro. Tu vois, des ligues où tu as des gros sponsors privés qui viennent, qui disent, il y a 1 million de cash prize pour cette compète d'haltéro. Et par contre, c'est une compète d'haltéro, les gars, venez, on vous met dans une cage avec du métal, des jeux de lumière. Tu vois vraiment un truc où il y a du spectacle. Tu vois, les ricains savent très bien faire ça, où ils mettent un banc de coucher dans une cage avec de la musique de bourrin pendant toute la journée, et c'est celui qui soulèvera la barre la plus lourde, et celui qui soulève la barre la plus lourde, il gagne 100 000 $. Et bien ça, je pense que ça peut être une manière. Alors après, c'est sûr, on sort peut-être du cadre sportif traditionnel, des Jeux Olympiques et tout, mais ça peut être une manière aussi de redonner dynamiser, un deuxième souffle à l'haltéro. Et je pense que clairement, l'haltéro n'est plus aux Jeux Olympiques à cause de ça, parce que franchement, même les gens qui aiment l'haltéro, souvent, ne la regardent pas. Mais vraiment, ça me fait penser, quand tu dis ça et tu parles de dynamiser, je pense que le CrossFit a beaucoup fait de ce côté-là et je pense qu'on a certainement 2-3 leçons à tirer quand tu regardes des compétitions et qu'il y a un événement max snatch ou max clean and jerk. Et ben souvent, alors, ce n'est pas toujours le cas, mais quand c'est bien organisé et c'est bien fait, tu as vraiment une compétition qui est assez palpitante et qui va faire en sorte que les gens veulent regarder et veulent surtout revenir. Regarde, le powerlifting, en France, c'est la FF Force qui dirige ça, c'est la Fédération française de force, et qui est affiliée à l'IPF. Honnêtement, à l'international, personne ne regarde l'IPF à l'international. Personne quasiment regarde ça. Il n'y a que ceux qui sont dans cette fédération-là et tout ça qui le regardent. Il y a de très belles barres, il y a des athlètes magnifiques, j'aime beaucoup. J'ai aucun problème avec l'IPF, mais honnêtement, ce que tu retiens,
c'est Julius Maddox qui fait 350 au coucher, c'est Dave Hoff qui a fait 500 au coucher avec Mayo ou Tiny Meeker. C'est des trucs comme ça. C'est les vidéos qui tournent sur les réseaux, celles que tu revois tout le temps. C'est celle dans la cage de la marque Animal, là, où tu avais tous les plus gros bourrins du monde qui soulevaient des barres extraordinaires, où les mecs sniffaient de l'ammoniaque devant tout le monde et déchiraient leur t-shirt. Et voilà, tu vois. Et nous, en FF Force, maintenant, c'est interdit de mettre une tape dans le dos d'un athlète, tu vois. Voilà, entre les deux, je suis désolé, moi je vais préférer regarder sur YouTube la vidéo de Dan Green qui soulève 450 au soulevé de terre en arrachant son t-shirt, en sniffant de l'ammoniaque et en balançant la magnésie par terre dans une cage que regarder l'IPF. Donc du coup, est-ce que l'avenir de ces sports-là, il n'est pas là-dedans? Surtout à l'heure d'Internet, à l'heure de YouTube, à l'heure des réseaux sociaux, à l'heure des lives, à l'heure, tu vois, à l'époque, faire un live, c'était une prouesse technologique. Aujourd'hui, faire un live, on peut tous le faire avec nos téléphones portables. Ouais. Donc, tu vois, je pense que l'avenir de ces sports-là, il peut être là-dedans, dans des ligues privées, avec des gros sponsors privés qui peuvent financer des shows si tant est que ce soit du spectacle. Ouais, il faut que ce soit du spectacle. Et ça, encore une fois, je pensais au Strongman qui le fait bien. C'est un spectacle. Ce que j'allais te dire. Ouais, voilà. Mais c'est comme ça. Il faut que ce soit. Et c'était une des grandes choses dans le CrossFit. Et je pense qu'ils sont pas encore, mais ils y tendent. C'est faire en sorte que ce soit plaisant à regarder, que tu aies envie de regarder ce qui se passe. C'est le format de la compétition, c'est comment les manches sont organisées, c'est la longueur où ils vont commencer, où ils vont arriver. Enfin, tu compares les premières compétitions où ils étaient dans le sable quand Jason Kalipa il gagne en 2018. Tu sais même pas qui a gagné parce qu'ils sont tous au milieu, ils sont dans le brouillard. Et maintenant, la façon dont ça a évolué, comme tu as dit, je pense qu'il y a des choses à faire de ce côté-là pour rendre ces sports qui sont extrêmement beaux quand tu sais ce que ça implique de faire ce genre de travail, de s'entraîner et de performer à ce niveau-là. Mais il y a encore du travail à faire. Est-ce que en Suisse, ils diffusent du strongman à la télé? Pas que je sache. Je n'ai pas de télé, donc j'ai de la peine à te répondre. Ouais. Tu vois, en France, en ce moment, sur l'équipe 21, qui est une chaîne sportive française gratuite que tout le monde a, il y a du strongman très régulièrement, souvent. Super intéressant. Ils diffusent des vieilles compètes de strongman, World Strongest Man et tout. Ouais. Ils diffusent des vieilles compètes de strong très très souvent, mais genre tous les jours, il y en a quoi. Ouais. Et ils diffusent les Giants Live, tu vois, les Arnold Classic, tous ces trucs-là. Et tout le temps, les gens me disent « Ah putain, j'ai pensé à toi, j'ai radé à la télé l'autre jour, il y avait du strongman. » Mais jamais quelqu'un m'a arrêté en me disant « Ah, j'ai pensé à toi, il y avait de l'haltéro. » Jamais, parce que personne ne la regarde. Tu zappes, tu vois de l'haltéro, tout le monde zappe. Par contre, quelqu'un qui ne connaît rien au sport de force, qui n'en a jamais vu de sa vie, il voit du strong à la télé, ben, il va peut-être le regarder parce que c'est télégénique, parce que c'est compréhensible. C'est-à-dire que tu comprends très bien que celui qui tire le camion le plus vite, c'est celui qui a gagné. Il n'y a pas d'histoire de stratégie, de tu as 30 secondes pour changer de barre, mais du coup, l'autre, il a raté, donc il peut repasser. Donc, tu ne comprends rien. Ça ne passe jamais dans le même ordre. Ce n'est pas du tout lisible, l'haltéro, pour le commun des mortels. Alors après, ils te disent toujours, les haltéros, ils ont raison. Ce qui est intéressant, c'est la stratégie. Oui, d'accord, mais encore faut-il que tu comprennes quelque chose, tu vois. Ouais. Tu vois, si tu n'es pas dans ce milieu-là, tu ne comprends rien. Et le strongman, typiquement, à ce côté-là, ce côté vertueux, où c'est du spectacle avant tout. Ça fait référence aux hommes forts des cirques, des freak circus d'avant, où on avait ces hommes forts qui étaient là pour faire le spectacle. C'est aussi une compétition, mais ça a quelque chose de, tu vois, de bienveillant. Tu ne vois jamais des gens se prendre la tête, tu ne vois jamais de gens critiquer un arbitre, tu ne vois jamais ça dans le strongman, ça n'existe pas. J'en ai jamais vu. J'ai jamais vu d'erreur d'arbitrage dans le strongman, typiquement. Et tu vois, quand je faisais des compétitions, il y avait un truc qui me fascinait et qui me remplissait le cœur de bonheur. C'était les enfants qui venaient te voir ou qui te regardaient, mais je te jure, avec l'impression qu'ils avaient vu des super-héros. C'est-à-dire que les gamins, ils sont venus avec leurs parents, ils ont vu des mecs soulever des pierres et tirer des camions. Et ça, pour eux, ça n'a pas du tout le même impact que voir quelqu'un faire un snatch à 120. Pourtant, la performance, elle est équivalente. Il n'y en a pas une qui est mieux que l'autre. Il n'y en a pas une qui est mieux que l'autre. Mais mets un gamin de 6 ans, d'un côté, dans une pièce, il y a un mec qui tire un camion, et dans l'autre, il y a un mec qui fait des snatchs à 100 kilos. Je suis désolé, il va aller rader le mec qui tire le camion. C'est évident. On est tout à fait d'accord là-dessus. Donc, ces sports-là ont peut-être un petit peu de travail à faire, un petit peu de chemin à faire pour rendre ces sports plus intéressants, ou on va dire aussi intéressants qu'ils sont
dures à exécuter Ben oui. et voilà, parce que ça reste des prouesses physiques et sportives, même si peut-être pour le commun des mortels, on ne s'en rend pas compte. Thibaut, merci beaucoup pour ton temps. C'était un grand plaisir de te recevoir sur le podcast. Je t'en prie, merci à toi, c'était génial. Pour ceux qui souhaitent en apprendre un petit peu plus sur ce que tu fais, où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux? Alors, ben, écoute, j'ai une chaîne YouTube qui est moins active là, depuis quelques années, je m'en occupe plus trop, mais qui est au même nom que tous mes réseaux sociaux, donc c'est Viking Strength Coach. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, sur TikTok, sur Facebook, sur un peu tous les réseaux. C'est vrai que je suis très très actif sur Instagram, donc si vous voulez discuter, échanger avec moi ou parler de certains sujets qu'on a vus dans le podcast, c'est avec plaisir. Ça sera plus facile sur Instagram. Super, bah écoute, ton lien Instagram sera dans la description, donc pour ceux qui souhaitent te suivre, vous pouvez retrouver ce lien là-bas. Thibaut, merci encore et puis à tout bientôt. Merci à toi, merci infiniment. Allez, Ciao. je te dis à plus tard. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si tu souhaites soutenir le podcast, prends quelques instants pour laisser un témoignage écrit et 5 étoiles sur l'application Apple Podcast. Si tu veux revoir cet épisode, tu retrouveras l'enregistrement vidéo complet sur ma chaîne YouTube. Tu y trouveras également des centaines d'heures de contenu gratuit, tous mes podcasts, mes pensées du jour, mes présentations structurées et bien plus. Donc n'attends pas, abonne-toi et je te dis à tout bientôt pour le prochain épisode. Allez, ciao!